Voilà, c'est une vérité cruelle, mais ce n'est pas du tout un texte voyeur, ni un texte glauque. C'est plutôt une réflexion sur le déni, sur le mensonge et puis sur l'aveuglement. Je m'attendais toujours à ce que tu me démasques, à ce que tu vois que je crevais de trouille. Mais pour ça, il aurait fallu que tu me regardes pour me démasquer. Il aurait fallu que tu t'intéresses à ce que j'étais. J'en peux plus. Il faut que ça change. Je disais quoi? Que ça change quoi? Et toi, tu ne répondais pas. Je voyais les muscles de tes joues vibrer et ton regard devenir opaque, comme rentrer en toi. Tu disais « laisse tomber » et c'était fini. Comment toi, qui avais tout, tu pouvais souffrir? Impossible malgré moi. Je pensais que là encore, tu te donnais un genre, que c'était une souffrance de poète, d'artiste, de riche en fait, et que tu jouais à avoir mal. Je mélangeais tout. Je croyais que parce qu'on avait de l'argent, on était protégé, qu'une bonne famille bourgeoise mettait à l'abri de tout. Et j'ai mis des années à démêler le mélange de mes émotions. J'aimais le père, et toi, tu étais le préféré. J'en souffrais, je crevais de jalousie, mais j'étais heureux pour toi. J'en suis sûr, heureux que tu sois aimé et protégé par une telle personnalité, ébloui de notre vie qui s'élargissait, de tout ce qu'on découvrait, de tout ce que je découvrais. Son univers était religieux, certes, mais poétique aussi, littéraire. Il connaissait par cœur des dizaines de psaumes, de negro spirituals, des poèmes aussi qu'il récitait avec talent. Il nous caressait la tête longuement quand on lisait ensemble. Il pouvait nous caresser en lisant, laissant sa main se perdre dans nos cheveux comme si de rien n'était, et le gosse sous sa main était paralysé. Quand on était assis tous en rond sur des chaises pour des temps de parole, il avait toujours sa main sur un genou ou une épaule. Quand il nous montrait un accord de guitare, il posait nos mains sur les cordes et une caresse se glissait dans le geste, au vu et au su de tous, quand on chantait à la chorale. Il nous expliquait pour le souffle, la respiration ventrale, et il posait ses mains sur nos ventres, nos poumons, nos coups, et la main était chaude, et nos ventres vibraient, et il s'attardait, là encore, juste un tout petit peu plus sur ton ventre ou sur celui de Philippe. Difficile de revoir ces images avec précision. Elles sont revenues longtemps après, se sont détachées, sont remontées à la surface d'une mare noire de malaise et de sensualité mêlée. Il devait avoir un petit côté provoque, j'en suis sûr maintenant. Il devait s'amuser à aller de plus en plus loin, à frôler le moment où des parents allaient intervenir. Mais nous, on ne voyait pas la limite entre des gestes d'affection, de camaraderie, de grand frère, de père, et des gestes de pervers. On ne savait pas. On ne savait plus du tout où on en était. C'était un tourbillon de sensations fortes, puissantes. Certains devaient avoir peur parce que parfois, quand il se mettait en colère, il devenait tout rouge, il hurlait et se dressait immense devant le gamin. Il n'a jamais frappé, mais il en imposait, même aux parents. Mais nous, non. On l'aimait et on lui faisait confiance. On aimait tout de lui. On l'aurait suivi au bout de la terre. Et aussi la liberté qu'il nous offrait. Nos parents nous laissaient entièrement libres de partir avec lui, de rentrer tard le soir de chez lui, de partir en camp 1 mois. Et il avait un appartement en dehors de la cure, en ville, entre l'école et l'église.
sur notre chemin et sa porte était toujours ouverte. Pour je ne sais quelle raison, il avait droit à son propre appartement en ville, où nous nous arrêtions presque tous les soirs, où nous avons passé des heures et des heures à écouter de la musique, à en faire avec lui, parce qu'en plus de toutes ses qualités, il était bon guitariste et il chantait des chansons récentes du groupe Téléphone. Il chantait admirablement aussi aux sombres zéros de la mer de Noir Désir. Je me souviens d'une chaîne hi-fi puissante, de bons disques, de fauteuils en velours brun, d'une petite table recouverte de revues Cato et de partitions, de coca dans le frigo et de paquets de chocos à disposition. Et on avait le droit de se servir de tout à volonté. À ça, on sentait qu'il aimait les jeunes, qu'il savait ce qui leur faisait plaisir et qu'il n'avait ni honte ni peur de leur faire plaisir, à l'inverse de beaucoup de nos parents qui voulaient nous dresser, qui se méfiaient de nous. Lui, il nous faisait confiance et nous donnait confiance. Ceux qui fumaient en cachette avaient le droit de fumer chez lui. Il disait qu'il fallait essayer d'arrêter, mais lui-même fumait le cigarillo, alors il n'insistait pas. Chez lui, c'était notre royaume. On n'allait plus au bistrot. On avait notre lieu à nous, chez le père, et tous les parents étaient ravis, parce qu'on était sous sa responsabilité et qu'il ne pouvait rien nous arriver, parce que l'on ne risquait pas de perdre la foi dans ces conditions, parce que le père avait une façon à lui de rendre l'Église accueillante, compréhensive et ouverte aux jeunes. Mais quand on partait de chez lui, le plus tard possible, certes, mais enfin, il fallait bien rentrer chez nous, ne serait-ce que pour manger vers 19h, 19h30, au plus tard, pour moi, parce que je devais aider ma mère. Il y en avait toujours un qui restait après les autres. Et c'était toi, le chouchou qui restait. Tu me regardais quand je franchissais la porte. Tu me regardais, moi, ton meilleur ami, ton ami depuis l'âge de 8 ans. Et il y avait tout dans tes yeux. La fierté du chouchou, de l'élu, la tendresse du protégé pour son protecteur. Parfois, un regard d'excuse, parce que j'étais jaloux. Oui, j'étais jaloux. Et tout au fond, quelque chose que je ne savais pas décrypter. Je ne m'y attardais pas. Je pensais que tu me trouvais ridicule parce que j'étais jaloux. J'aurais voulu rester, moi aussi, que le père me parle comme à toi, en privé. J'étais aveuglé par la jalousie et l'amour du père. Mais c'était compliqué. Je savais aussi que tu étais malheureux et que s'il y en avait un qui pouvait peut-être t'aider, te faire parler, te délivrer de tes tourments, c'était le père. Toi, tu avais eu du mal à te laisser apprivoiser, méfiant et solitaire. Mais il a pris son temps. Il ne s'est jamais découragé et il y est arrivé. Personne ne lui résistait. Adultes, ados et enfants succombaient à son charme. Et tous les deux, on a fait partie de la petite bande du père, puis on nous a appelés les chouchous du père. C'est comme ça qu'on nous appelait. On s'en foutait. Les autres étaient jaloux. Mais pour nous deux, tout a été très différent. D'abord, j'ai été d'un coup délivré du souci de te protéger des autres. Il m'a relayé. J'ai dit que j'avais le souci de mes petits frères et sœurs et de toi, quand tu devenais vraiment trop bizarre, quand les autres risquaient de devenir méchants. Tout de suite, dès que tu l'as accepté, il m'a soulagé de cette tâche. Il t'a pris sous son aile. Il t'a compris mieux que moi. Il t'a protégé et aidé à passer toutes ces années douloureuses de collège. Toujours fort, bienveillant, compréhensif, souriant et rayonnant. Je me suis reposé sur lui, déchargé sur lui de ton poids. Il ne nous a jamais séparés, n'a jamais essayé de le faire. Il nous respectait comme on était, Laurel et Hardy, Don Quichotte et Sancho Panza,
On passait ensemble chez lui après les cours et on allait ensemble au scout et en camp d'été. J'ai découvert aussi avec lui l'étranger, le voyage, cette ivresse. Grâce à ces camps, on s'est affranchi des limites. Pas besoin d'être riche pour voyager, contrairement à ce que disaient mes parents. Une tente et les mobs, et en avant, on est allé jusqu'en Grèce, c'était fou. On avait mis nos mobylettes sur le train, puis on a pris le bateau à Ancône. Il faisait seulement chaud. Il faisait tellement chaud qu'arrivé là-bas, on n'a même pas monté les tentes. On dormait sur des dalles aménagées dans les campings. J'ai été bouleversé de voir l'Acropole, le stade d'Olympie et le théâtre d'Épidore. Tous ces monuments que j'avais vus dans les livres d'histoire, si lointains, si gris, si inaccessibles, il nous les offrait, nous les mettait à disposition. On a chanté au centre de la scène du théâtre d'Épidore, comme si on était chez nous, pour entendre nos voix résonner dans tout l'hémicycle de pierre et au-delà, dans la forêt d'oliviers. J'aimais déjà le grec et le latin, mais c'était scolaire là. Cet été en Grèce, j'ai pu faire le lien entre ce pays éclatant de soleil, cette langue soyeuse, ces boîtes de nuit où on dansait le sirtaki, la mer chaude, l'ouzo et le grec d'école. Cette langue morte m'est devenue vivante, riche de tous ces monuments, ces Grecs joyeux, ces écrivains poètes, dramaturges, et je me suis dit, j'en reviendrai. C'est comme si j'avais trouvé mon pays. Et mes études ont pris leur sens. J'ai lu les romans de Kazantzakis, Le Christ recrucifié, et les récits de Laurence Durel, Citrons acides et de La Carrière, L'été grec. Et désormais, pour toute ma vie, et cela, je le dois au Père, nos lectures résonnaient de nos voyages, et nos voyages étaient remplis de mes lectures, et tout rayonnait. C'est comme s'il nous avait ouvert le monde, s'il avait déplié devant nous comme une carte et avait dit « Allez-y, tout est à vous, tout est possible ». C'était une ivresse. On l'admirait, on le craignait et on l'aimait. Il fallait ces trois ingrédients-là. On admirait sa culture, impressionnante dans tant de domaines, pas seulement l'histoire sainte, la Bible et la religion. Il connaissait la littérature et la chanson française, l'histoire, la géographie française et européenne. Quand on voyageait, il nous expliquait les montagnes, les fleuves, les frontières. On admirait ses talents de chanteur, de guitariste, d'animateur, d'organisateur, de sportif. Et son endurance, jamais fatigué, levé tôt, toujours plein d'allant donc, il était notre idole. On le craignait aussi parce qu'il était obéi par tous. Il avait une autorité naturelle. Si un seul tentait une remarque déplacée, son sourire se figeait, ses traits se durcissaient. On aurait dit que son nez même se durcissait parce qu'en temps normal, ses narines frémissaient souvent. Et on l'aimait, parce qu'il nous aimait sincèrement. Quand quelqu'un était triste, il savait consoler. Il faisait des confidences, parfois, qui nous le rendaient encore plus attachants. Il disait, vous avez de la chance d'avoir des parents qui vous aiment. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Et si quelqu'un disait, ils ne vous aimaient pas, vos parents, il ne répondait pas, on éludait. Il ne répondait pas, ou éludait, ou il fermait les yeux, mais il avait l'air si malheureux, si perdu, que toujours quelqu'un, un petit, se jetait dans ses bras pour le consoler, et il enfouissait sa tête dans son cou, et parfois, quand il relevait la tête, on voyait briller une larme qu'il essuyait furtivement. Ou bien, vous avez les moyens, vos parents sont riches. Moi, quand j'étais enfant, j'ai souffert de la faim. Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir faim. Je ne le souhaite à personne. Alors, Philippe ou moi, on lui ramenait des gâteaux au chocolat ou des bunes de nos mères.
et il les remerciait à la sortie de la messe. Quand on l'a démasqué et que j'ai compris son système, j'ai fait des recherches sur lui. J'ai essayé de savoir quel avait été son parcours. Ce n'est pas difficile avec Internet. J'ai vu qu'il était né dans un bled d'Auvergne, dans une ferme, famille de 13 enfants. Il était un des plus jeunes. Il avait perdu très tôt son père et grâce au curé avait été envoyé comme boursier pensionnaire au collège des frères de Murat. Un parcours classique de gamin doué, pris en charge par l'institution, qui avait toujours vécu en collectivité, en grand groupe. Pas de sévices, ni de maltraitance, notoire, mais bon. À l'association, un témoin m'avait raconté qu'il ne voulait pas descendre rangé en bas. C'était le code pour emmener un gamin à la réserve. Il y avait les ballons, le matériel de jeu et les mains du curé. Mais ça commençait à se savoir et les gamins se méfiaient. Certains parents leur avaient interdit de se trouver seuls avec lui. Ils lui auraient dit « T'as peur de moi, ton curé ?» Le gamin vexé était descendu et dès les premiers gestes avait voulu s'enfuir. Le prêtre aurait dit « Mais je te fais pas de mal, je t'apprends la vie. J'aurais bien aimé, moi, quand j'avais ton âge, qu'un adulte m'aime comme je vous aime. » À un autre, il aurait dit « Mais je ne te fais pas de mal, on fait rien de mal. Moi aussi, à ton âge, je faisais ça avec mon curé. » Donc, il a sûrement vécu les mêmes expériences qu'il a reproduites encore et encore, sans jamais pouvoir les reconnaître. Il a sûrement connu d'énormes carences affectives. Oui, et alors? Des explications peut-être? Pas des excuses. Et encore, ça pouvait être des mensonges pour amadouer ses proies, pour les attendrir. Il a tellement menti. Il ne savait plus. Je pense, où était la vérité? Et mes yeux se sont ouverts sur autre chose, un autre mensonge que je voulais croire, qui me rassurait. Quand on allait en camp, quand tu restais chez lui, je me disais que vous étiez vraiment amis, oui. J'ai pensé que c'était quelque chose de fort entre vous, une amitié passionnée, une admiration réciproque. Pour moi, vous étiez tous les deux des êtres d'exception. Vous méritiez en quelque sorte. J'avais même été prêt à disparaître, à m'effacer, pour vous laisser tous les deux jouir de cette relation. Je pensais à Montaigne et la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Je pensais que vous aviez besoin l'un de l'autre, que vous vous étiez nécessaires. Et c'est au nom de cette croyance que j'acceptais quelques caprices venant du prêtre ou de toi. Venez dormir dans ma tente ce soir, Charles-Henri, qui m'aidera à ranger. C'est Charles-Henri qui sert la messe. Le ton était péremptoire, sans réplique. Et pour moi, c'était normal que le prêtre emmène toujours avec lui et toujours à ses côtés le meilleur d'entre nous, le plus beau, le plus profond. J'y voyais une justice. Je ne me le formulais pas aussi clairement, mais je le vivais et l'acceptais comme ça. Mais quand j'ai compris qu'il abusait d'autres garçons au même moment, qu'entre vous, ce n'était donc pas une amitié passionnée exclusive, peut-être de ta part, mais pour lui, non, ce n'était plus du tout pareil. Il ne t'aimait pas au sens noble, il se servait de toi, objet sexuel comme les autres. Tu vois la différence? La honte quand l'un d'eux m'a dit « Mais toi, tu le savais pour Charles-Henri, non ?» Et j'ai compris qu'il avait du mal à me croire. Alors, t'étais bien le seul. J'aurais voulu m'enfoncer sous terre. J'étais submergé de dégoût de moi-même. Je n'avais rien vu parce que je ne pouvais pas voir et je ne voulais pas voir.